Bon bah salut Don Piper. Salut à tous et à tous. Voilà, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est ça, plutôt bien entouré. Ouais, on est bien là. Je vais m'écarter pour plutôt bien entouré. Ouais, on est bien bordé. Donc aujourd'hui on va pas faire une vidéo sur une voiture d'un particulier. Non. On est chez un professionnel. On se trouve à Poitiers réellement. Donc c'est GT Car Club. C'est ça, exactement. Donc à Poitiers dans le 86. Voilà. Et du coup on est là pour présenter une Lotus. Exactement. Pour rebondir sur la Tiger. C'est ça. Et voilà, comme on adore cette marque, on se dit allez, on va y aller, on va faire une petite vidéo là-dessus. On va remettre une petite couche. Et donc voilà, donc maintenant c'est parti. Il n'y a plus qu'un. Hein. Allez, c'est parti. Bonjour. Bonjour Arnaud, merci à toi de nous accueillir. Avec grand plaisir de vous recevoir et bienvenue du coup. Ouais, c'est vraiment sympa. Donc là en fait on est à Poitiers, donc GT Car Club, voilà. À Poitiers, donc spécialisé dans la location de voitures haut de gamme. Véhicules de prestige, voilà, principalement effectivement. C'est ça. On propose un panel intéressant aujourd'hui de véhicules sympathique à la location. Ouais, il y a pas mal de choix. On va y revenir après, mais c'est vrai que aujourd'hui, donc on est là par rapport à la Lotus. Voilà. Lotus Elise. Donc là, on est sur la 250 Cup. Tout à fait. C'est ça. La version ultime de l'Elise. Voilà. Et puis, tout simplement parce que Lotus a décidé de mettre fin à cette voiture. Exactement. Et c'est bien dommage. Après, effectivement, sortie en 96, donc ça fait quand même 25 ans. Voilà. Et il fallait bien à un moment donné que ça s'arrête. Elle a eu une carrière intéressante, effectivement. Voilà. Ouais. Ça a été le best-seller vraiment chez Lotus. Ouais, chez Lotus, et là, aujourd'hui, il était le temps de la remplacer, même si malheureusement l'avenir va être un petit peu différent pour la marque. Ouais. Ouais, tout à fait. Hein. Ils vont basculer sur un autre modèle qui va être un petit peu plus lourd, on pense, forcément, ça va être différent, plus luxueux aussi, ça sera moins sportif. Et puis on va passer après par la suite sur de l'électrique, puisque malheureusement, c'est la suite pour beaucoup de constructeurs de nos jours. On n'a pas beaucoup de choix. Malheureusement. Donc du coup, celle-ci, elle est équipée d'un pack aéro. Tout à fait. Pack aéro, mais qui n'est pas en carbone, parce que du coup il y avait les deux. Il y avait cette option possible en carbone pour gagner encore un peu de poids. Évidemment, donc le maître mot de Lotus c'était Light is Right, donc l'objectif d'avoir un gain de poids maximum. C'est ça. Donc il y avait cette possibilité de pack aéro en carbone. Alors là, il y en a très peu finalement sur le marché, puisque le carbone étant très cher à produire, on est sur des options très onéreuses. Ouais. Mais donc il y en a effectivement, c'est quasiment introuvable aujourd'hui sur le marché avec ce pack-là. Mais déjà, on est sur des poids qui sont très très contenus sur les versions Cup, puisqu'on est sur des versions entre guillemets coursifiées des voitures de série. Donc là, elles sont les plus efficaces possibles, avec là pour le coup chez Lotus un gain de poids très très important sur ces voitures-là. Bah oui, c'est ça, parce que du coup on est à moins d'une tonne, donc 930 kilos, à 1 kilo près, c'est ça. Et donc du coup au niveau le pack, on est bien d'accord, pack aéro, donc c'est cette lame. Alors, voilà, tout le kit complet. Donc là, les deux jupes ici, là, donc la jupe, ici. Et puis, donc, du coup, à l'arrière, on va avoir le diffuseur. Le diffuseur qui est juste énorme. Ouais, c'est énorme. Et puis l'aileron aussi, qui est spécifique sur la série Cup. Donc l'intérêt de ce pack aéro, évidemment, c'est de donner un maximum d'appui aérodynamique au véhicule. Donc là, on se retrouve avec un gain de quasiment 150 kg à 250 km/h, donc à la vitesse maximale du véhicule. Donc effectivement, on a un gain de poids impressionnant sur la partie notamment arrière, pour avoir une l'écrase en fait, ça va vraiment l'écraser. Effectivement le véhicule. Alors il y a les deux effets, c'est-à-dire que la lame avant va guider le flux d'air sous le véhicule, puisqu'on a un fond plat complet, et puis le diffuseur arrière permet l'extraction de l'air. Donc ça a un effet ventouse sur le véhicule, donc ça vient la coller à la route. Et puis après, sur la partie haute, évidemment, le flux d'air passe dessus, vient glisser sous l'aileron, et là ça crée de l'appui aéro sur la partie arrière, donc ça permet encore une meilleure motricité, tout
simplement. Ouais. Mais l'appui est vite généré, parce que je crois de mémoire déjà à 150-160 km/h. On a 60 kg déjà, tout à fait. et on a du mal à se rendre compte. 60 kg, c'est quand même beaucoup. Surtout sur des véhicules de ce gabarit-là, parce que sur des clair. véhicules qui font moins d'une tonne, produire 150 kg à la vitesse maximum, ça veut dire qu'on a une augmentation du poids de façon vraiment assez importante, pour le coup. Et mine de rien, ça joue forcément. C'est pas forcément étudié pour la vitesse pure. C'est étudié pour être maniable et du coup réactif aussi sur un circuit sinueux. Donc forcément, sans ce pack aéro, on peut avoir. Évidemment, si Lotus y met du sien au niveau aéro, forcément, on a une voiture qui va prendre 30 km/h de plus. Bien sûr. Mais qui va pas forcément prendre les courbes et les trajectoires aussi efficacement. L'objectif, et ça, c'est ce qu'a toujours voulu le concepteur de Lotus à la base, Colin Chapman. L'objectif était vraiment d'avoir des véhicules qui étaient très faciles, qui passent très vite dans tous les virages, qui sont très maniables et surtout très efficaces. Donc c'est pour ça qu'ils avaient à l'époque, plutôt que de mettre une quantité de chevaux astronomique, gagné du poids, parce qu'il avait compris que finalement il valait mieux gagner 10 kg que de gagner 10 chevaux. Et c'est ce qui les rend complètement maniables. Et puis il y a encore d'autres intérêts par la suite, rien que pour l'entretien, le coût d'utilisation du véhicule aussi, qui va être beaucoup plus intéressant grâce à ça, grâce à ce poids contenu. Et c'est vrai que ça les rend très maniables. Et finalement aujourd'hui il y a peu de véhicules qui sont aussi agiles sur circuit, aussi maniables et aussi efficaces. Aussi efficace, c'est sûr. Grâce à cette politique-là qui a été menée depuis très longtemps. Ouais, c'est ça. Après, toute l'évolution aujourd'hui, on a une Ferrari à côté, on passe aisément les Newton 5. Une tonne 5, une tonne 6, une tonne 7. Et du coup, on se retrouve avec, il faut 300 chevaux de plus. C'est ça. À peu près, pour être aussi efficace. D'ailleurs, on le voit, c'est vrai que je compare souvent la Lotus parce que les gens se disent, tiens, c'est un petit jouet, c'est un petit karting. Et finalement, elle est aujourd'hui tout aussi efficace qu'une Ferrari qui va faire 460 chevaux ou même que la Jaguar qui fait 380. On est sur des voitures qui sont très agiles. C'est l'efficacité, Voilà, clairement. Donc du coup au niveau moteur, on se retrouve sur le 1,8 litre Toyota dessus, donc sur lequel a été greffé un petit compresseur. Le compresseur est arrivé sur les premières séries des Élise sur les générations S2, donc à partir de 2008, et ils les ont poursuivis jusqu'à maintenant. Donc c'est ce qui permettait justement de grimper encore un peu plus en puissance, puisqu'à la base cet 1,8 litre il générait un tout petit peu moins de 200 chevaux notamment chez Toyota, et aujourd'hui ils arrivent à le pousser. Alors ils l'ont monté jusqu'à 250 pour la version française, enfin européenne, et elle est même montée jusqu'à 260 pour l'Angleterre. Par contre là ils n'ont pas pu l'homologuer chez nous parce qu'ils avaient des problèmes au niveau des montes de pneumatiques. C'était les pneumatiques, ok. Donc il y en a eu quelques-unes malgré tout, on en retrouve un petit peu de temps en temps en vente, mais des 260 Cup, c'est quasiment introuvable aujourd'hui sur le marché. Après au niveau moteur, il parle aussi de problèmes de refroidissement, donc on pouvait je dirais booster la mécanique, mais du coup le refroidissement moteur était un peu ça dépend. Compliqué. Alors en fait ils ont eu des problèmes à l'époque sur les refroidissements moteurs, notamment sur les moteurs Rover. Ça c'était les premières générations, donc les S1 quoi. Là il y a eu beaucoup de problèmes, il y a eu beaucoup de soucis de fiabilité, de joints de culasse et ce genre de choses. C'est aussi pour ça qu'ils sont passés derrière sur les moteurs Toyota qui étaient plus fiables. Après le problème des Lotus, c'est que il y a plein d'utilisations qui peuvent en être faites. C'est-à-dire qu'on peut la sortir une fois le dimanche pour faire 10 km, tout comme aller passer une journée sur circuit. Et l'intérêt de ces véhicules-là, c'est justement sur les versions Cup, c'est qu'elles ont été produites et fiabilisées d'un point de vue ingénierie pour pouvoir passer une journée sur circuit. On peut, voilà, c'est ça. Donc tout a été tout est conçu vu et revu, quoi. C'est vrai que sur les quelques journées circuit qui ont pu être faites avec ce véhicule-là, il n'y a jamais aucun problème de fiabilité. C'est toujours ça passe. En dehors de la panne d'essence, quand on a roulé toute la journée, il n'y a pas de problème, quoi. Et au niveau entretien, du coup, c'est tous les. Alors les entretiens, la fréquence d'entretien, c'est une révision tous les ans. Ok, donc, en classique. général, le kilométrage, en général, il donne 15 000 km, mais souvent ils ne sont pas faits dans l'année. Donc c'est 15 000, c'est tous les 15 000 en fait. Voilà, tous les ans, 15 000 km. Tous les 15 000, donc c'est classique. On est sur des moteurs, donc d'une part qui sont très fiables, donc hormis un ou deux filtres, il n'y a rien de particulier à faire. Et puis l'intérêt, c'est que comme on a des poids très contenus, les pneumatiques ne souffrent pas, les freins ne souffrent pas. Ouais, c'est ça. Tout vieillit bien finalement. Tout vieillit bien. C'est important. Ça tient même dans le temps, même sur des utilisations un petit peu plus sévérisées, notamment sur circuit. Donc on est sur des véhicules qui sont très faible en coût d'entretien, on est autour des 600 € à l'année à peu près. Ouais, donc ça reste pour ce type de voiture, ça reste quand même faible, hyper faible en fait. C'est ça, pour le niveau de performance en fait. Et l'intérêt, c'est que les pneumatiques par exemple sont des petites tailles, les plaquettes restent aussi des petites tailles, donc toutes ces choses-là ont des coûts de pièces assez faibles. Ah oui, c'est ça, parce que du coup on est en jante. Alors le diamètre des jantes n'est pas identique en fait. On a une différence avant-arrière, 16 pouces devant et 17 pouces derrière. Donc on avait une petite différence à ce niveau-là, donc toujours dans le but bien sûr
de maniabilité. Maniabilité, c'est ça. La roue, efficacité. la jante étant plus petite, plus de maniabilité dans les virages, les courbes. Et donc on est sur des. Après on est sur de la dimension qui est pas. Bon, forcément on n'est pas sur du 300, mais on est sur c'est du 225 je crois. C'est du 225 ouais. À l'arrière. Et du coup à l'avant on est 175. Non 195. Ouais. 195. Ok, parce qu'il y a eu une série où c'était un peu plus. Mais là on est sur la Cup, donc du coup on est sur les pneus plus larges. On est sur des pneumatiques effectivement sur des tailles tout à fait raisonnables. Ouais, c'est ça, on est sur du classique. Raisonnable, on va dire. Pas du classique. Mais après, elles sont montées de série en pneus Smithslick, donc c'est là où effectivement le prix est un petit peu supérieur, puisqu'on est sur des indices de vitesse qui sont un petit peu supérieurs à la norme, donc on se retrouve avec des pneumatiques, mais là on est sur un train de pneus arrière autour des 400 €, donc c'est tout à fait raisonnable. Oui, ça reste raisonnable. Et donc au niveau accès moteur, alors, donc, ça se passe. Donc là, évidemment, le moteur est en centrale arrière, bien sûr. C'est ça. Donc c'est pour la répartition des masses. Il est un petit peu devant l'axe de roue arrière. Il est légèrement devant l'axe de roue arrière, du coup, donc c'est pour ça qu'il est en position centrale arrière, contrairement par exemple au Porsche où on le retrouverait derrière les roues arrière. Derrière l'axe de roue. Voilà, donc là, ça nous permet effectivement d'avoir une répartition des masses optimale, puisque c'est vraiment la position la plus intéressante aujourd'hui sur les véhicules de sport. Et puis, évidemment. La voiture fait 1m12 au plus haut, on est sur une voiture qui est très très basse et tout est positionné le plus bas possible pour avoir un maximum, le centre de gravité le plus bas possible, d'avoir un maximum de maniabilité. Vraiment, je dirais, le mot d'ordre de Colin Chapman est respecté même après. Il est plus là depuis quelques années maintenant. Je pense qu'il serait content de voir la suite. En tout cas, sur celle-ci, il le respectait encore. Ça a été un peu moins vrai sur les exiges parce que malheureusement, ils ont monté ce bloc 6 en V6, le cylindre, et qui malheureusement a fait augmenter assez drastiquement le poids des véhicules. Et puis les contraintes technologiques futures vont faire que les poids vont encore grimper, puisqu'il va falloir en plus caser les batteries sur les moteurs électriques. Donc on va se retrouver avec des véhicules assez rapidement chez Lotus qui vont faire une tonne 4, une tonne 5. On va. Malheureusement, on n'a pas le choix. Exactement. Malheureusement, on n'a pas le choix. On va être obligé d'y passer. Ouais, c'est ça. Alors du coup, on a un petit coffre. On le voit donc à l'arrière. Voilà, il y a un petit rangement. Qui va en fin de compte dans les ailes. Alors sachant que de ce côté-là, on a la batterie, donc batterie lithium-ion. Alors du coup, c'est la fameuse batterie. C'est la fameuse 10 kg plus légère. Voilà, exactement. Qui était montée de série d'ailleurs pour le coup sur les cups. Donc elle est logée ici. Alors elle est pas très grosse, mais bon, elle prive un peu sur la partie gauche. Mais ça n'empêche qu'on a quand même de la place à droite, puisque ça va vraiment jusqu'au fond. On rentre. Si on se rend compte à la caméra, mais je passe mon. Je touche pas. C'est quand même assez spacieux malgré tout. On peut mettre un ou deux sacs de sport pour partir. Mine de rien. Mine de rien. Et donc du coup l'accès moteur, on a le principal, on voit le liquide de refroidissement. Après on a la glace qui est vraiment caché sur le côté. Qui est au fond, voilà. Le filtre à air, si je dis pas de bêtises, qui est là-bas. Filtre à air qui est là-bas. C'est ça. Et après on a un refroidisseur devant. Alors après tout est devant. C'est ça. Après on passe sur le. Après les radiateurs sont en position avant évidemment, puisque c'est là où ils viennent capter le flux d'air. Donc on va avoir des entrées d'air sur la partie avant. Et puis ici on le voit d'ailleurs, on le voit bien sous les grilles. Alors il n'est pas en noir, il est un petit peu caché, mais on a bien le radiateur ici qui vient refroidir. Je sais pas si à la caméra on va le voir, mais on voit bien le radiateur qui lui a une position un peu particulière. C'est logique, parce que la voiture est tellement basse qu'on peut pas le mettre droit. Voilà, on n'est pas on n'est pas dans une voiture tout à fait normale quand même. Donc là le flux d'air effectivement est drainé. Donc on a une première partie tout en bas, notamment pour les systèmes de frein. Et puis après la partie devant qui elle vient pour le refroidissement. Ça rentre ici et ça ressort ici en fait. L'air passe là. Et ça va chercher directement au-dessus du véhicule et passer sous l'aileron pour apporter l'appui aérodynamique dont on parlait tout à l'heure. Oui, c'est ça. C'est plutôt bien pensé en fait. Tout est mini. Alors en fait au niveau accès de la partie avant, à part. Il faut tout démonter. Voilà, c'est ça, faut démonter parce que là on croit que c'est. Mais non, c'est pas. Le masque avant est une seule et même pièce. Voilà. Donc alors c'est accessible en partie parce que cette partie mat est démontable pour pouvoir accéder. Les essuie-glaces, les gicleurs de lave-glace et ce genre de choses. Mais la partie climatisation aussi est dessous. Mais après le masque avant est une seule et même partie qui est démontable et qui prend tout ce bloc là finalement. En fait ça part de là et ça descend. Par contre ça va emmener la lame aussi. Tout à fait. Ça va emmener la lame. Donc là on a un seul et même bloc. Ok. Et puis après, au niveau freinage, de disque ventilé avant-arrière. Voilà, un système AP Racing. Donc ça, c'est le système justement le plus perfectionné, disons, aujourd'hui sur le circuit. Alors là, elle est équipée. Alors normalement, il y a deux au niveau du toit. Au niveau du toit. Donc là, elle est en toile.
mais elle est livrée aussi avec le toit rigide, noir, donc de la même couleur finalement que le pack aéro. Qui est noir mat également, donc c'est pour ça d'ailleurs on a les rappels un petit peu partout, qui est dans la continuité aussi de cette partie-là. Et pour le coup, donc voilà, il y a le soft top, donc ça c'est la capote en toile qui est démontable, donc qui vous permet de passer sur un petit roadster, qui peut se plier, se mettre dans le coffre. Comme ça, c'est un point important. En cours de route, on a ce qu'il faut. Puis après, il y a la partie hardtop qui elle va être bien sûr un seul et même morceau qu'on peut pas emmener pour le coup, qu'on est obligé de laisser au garage, et qui permet de rigidifier tout le véhicule, toute la partie toit, et notamment pour les journées circuit, puisque bien souvent c'est obligatoire d'avoir un toit rigide. Oui, bien sûr, un toit rigide. Mais il doit y avoir des limitations de vitesse du coup, non, avec le. On peut rouler normalement. On peut rouler normalement. On peut rouler normalement. Rouler au taquet, elles sont aujourd'hui en vitesse maximum, elle est donnée pour 250 km/h. Donc je vais dire qu'aujourd'hui ce sont des vitesses courantes sur toutes les voitures de série, puisqu'elles sont aujourd'hui bridées électroniquement la plupart du temps à 250 km/h. Donc on est sur des choses tout à fait courantes. Alors réservoir d'essence ici, je sais pas si on voit, on va voir, mais l'accès est là. Donc le réservoir finalement il est placé entre. Il doit être devant, en fait, entre l'habitacle. Il doit être glissé dessous, juste derrière le. Entre les, donc là aussi. Derrière le châssis. Là, on retrouve en fait le souci de la répartition du poids. Bien sûr. Parce que finalement, entre le pilote, c'est le poids maximum qu'on va rajouter dans une voiture. Finalement, quand quelqu'un de 90 kg monte dans une voiture, forcément, ça pique. Ça pique, voilà. Et donc, avec le moteur qui est devant, l'axe de roue arrière, avec les parties assises finalement, où on va avoir le plus lourd rajout si on est deux. Avec le réservoir d'essence devant, donc on est dans la partition des masses au top. Qui est optimal, Aujourd'hui, je suis pas dans ce qui se produit aujourd'hui, c'est pas facile à trouver. Aussi bien, on est d'accord. Répartition, non. Alors si, évidemment, si vous allez chez Ferrari en centrale arrière, bon bah là c'est pareil, on a des répartitions qui sont optimales sur les berlinettes. Mais oui, non, le tour est assez vite fait. Voilà, même chez Porsche, on va se retrouver avec le moteur à l'arrière, ou arrière. Donc là, c'est encore une répartition différente et qui est un peu piégeuse. Non, on est vraiment sur ce qui se fait de mieux, et c'est aussi pour ça que c'est aussi agile, aussi maniable. Voiture atypique de passionné clairement ici. Avec donc celle-ci, on disait tout à l'heure, il y a eu une petite évolution esthétique, le facelift qui a été fait du coup courant 2017, mais c'est très très léger en fait. On retrouve les feux arrière qui ont été modifiés, c'est ça, légèrement. Il y a une très légère modif derrière, une très légère modif devant au niveau des aérations, des aérations à l'avant sur la partie en bas du pare-choc. On se retrouve avec un feu plus petit ici, si je dis pas de bêtises, le feu est plus petit. Voilà, en fait, il reste, pour diamètre. faire simple, il reste que la partie blanche de ce feu-là. Voilà, ici toute la partie rouge en LED après disparaît, on n'a plus que ce petit feu arrière. C'est ça, c'est à ça qu'on les reconnaît facilement en fait. On se dit ça y est, phase 1, phase 2, on sait tout de suite quoi. Mais la voiture en elle-même change pas. On a toujours le châssis alu collé, toujours au niveau, la base est toujours là, le moteur aussi. Aucune modification technique hormis à l'intérieur, mais ça reste que de l'esthétique. Le guidage de boîte de vitesse qui avait été un petit peu revu. La fameuse grille à jouer. Défaut, je vais dire, chez Lotus, c'est que cette boîte avait tendance à accrocher un petit peu, légèrement. En tout cas, tant qu'elle n'était pas à température. Donc pour le coup, ils avaient revu légèrement le guidage de boîte, qui était un petit peu meilleur. Ils avaient apporté ce côté esthétique, puisqu'on voit à l'intérieur finalement du système. Oui, forcément. Qui est assez recherché aujourd'hui, parce que c'est vrai que ça a son charme quand même de pouvoir avoir le guidage de boîte intérieur. Donc du coup, pour ouvrir la voiture, on appuie simplement. Alors on a quand même une télécommande pour le déverrouillage malgré tout. Ils ont quand même mis quelques petits équipements modernes. Parce que du coup, parce qu'on est quand même sur une voiture de 2017, donc elle est quand même récente. On a bien sûr l'ABS. Alors là, on est, je vais dire, techniquement, il n'y a rien. Vous n'avez pas de direction assistée, il n'y a pas de système d'ABS, vous avez juste l'ESP. Puisque depuis 2010, ça malheureusement ce sont des dispositions obligatoires par l'État, c'est des systèmes de sécurité, donc ils ont obligé aujourd'hui les constructeurs à intégrer l'ESP, donc elle a ce système-là. Ils ont quand même intégré un mode sport qui permet de déconnecter en partie. Donc ça c'est pour pouvoir s'amuser un petit peu plus tout en gardant la sécurité de l'ESP, puis après on a la possibilité carrément de le déconnecter pour aller sur le circuit. Sur le circuit directement. Donc la fameuse correction de trajectoire en fait. Exactement. C'est pour ceux qui ESP, on ne connaît pas forcément les termes, donc c'est correction de trajectoire. Donc finalement, on est sur ce qui se fait de plus basique d'un point de vue conduite, et c'est ce qui se rapproche le plus aujourd'hui du karting finalement. C'est le bon exemple. On est bien d'accord. Voilà, c'est ce qu'il y a de plus proche, et c'est vraiment ça rappelle réellement le karting même sur la route. Oui, exactement, c'est ça. Et au niveau climatisation, est-ce qu'elle en est équipée? Alors celle-ci est équipée. Parce que c'est une option du coup, c'était pas forcément de série. C'est un gain de poids d'une quinzaine de kilos à peu près le système de climatisation. Donc effectivement, certains propriétaires ont décidé de pas équiper. Donc s'ils l'avaient proposé
proposé en option, tout comme le système d'autoradio. Oui, voilà, c'est ça. L'autoradio Bluetooth aujourd'hui. Bon, celle-ci, on est équipé. Celle-ci, on est équipé aussi. Okay. Le Bluetooth ne sert pas à grand chose parce qu'on n'entend rien, mais voilà, ça a le mérite, ça a effectivement le mérite d'exister et d'être présent en option. Et alors donc du coup, je vais te laisser monter à l'intérieur parce qu'on se rend pas compte quand la porte est fermée. Oui. Et quand on ouvre la porte, alors, si on a des problèmes de dos, je pense que ça va pas être facile. C'est un coup de main à prendre chez Lotus, surtout quand il y a le toit. Ouais, bah oui, Parce que forcément. quand la capote est enlevée, on a de la place. Par contre, à l'inverse, quand la capote est mise, là, il faut quand même le petit coup de main. Parce qu'on a quand même le ponton on a ici. Le ponton qui est très très impressionnant, très élevé. On se laisse tomber finalement, on se laisse glisser quoi. On se laisse glisser dedans. Okay. Le surnom du châssis Lotus, c'est la baignoire. Et ça porte bien son nom, parce que finalement, c'est un peu comme si on tombait dans la baignoire. c'est ça, c'est exactement ça. Principe. Maintenant, le tout, c'est effectivement de prendre le coup de main, donc ça c'est la petite adaptation au départ. Et après, une fois qu'on est à l'intérieur, finalement, on est très bien calé. Aujourd'hui, on est donc sur les versions Cup avec des baquets carbone. Le maintien est très très bon pour un gabarit standard. On est vraiment, voilà, quand on est dedans, on ne bouge plus. Alors ce qu'on se rend pas compte, mais effectivement la charnière est là. Oui. C'est-à-dire que quand on ferme la porte, ça vient ici. Elle vient là, donc ça vient là, tac, hop, ça fait ça. Donc on vient, il y a un petit, ouais non c'est léger quand même, c'est léger. On tient le volant de toute façon. On tient le volant quand on ferme. Et après donc au niveau de l'intérieur, je vais ouvrir l'autre côté. Donc, on va avoir une petite présentation de l'intérieur, de la bête. Porte quand même. Et du coup, donc on a un petit tableau de bord. Oui, c'est minimaliste aussi là. Hein. Bien sûr. Un petit tableau de bord avec c'est rétro-éclairé blanc, rouge. Ça c'est sympa. Oui. Et alors finalement, quand on n'a pas, je reviens à ce que là on a l'autoradio qui est ici, qui est quand même, bon c'est du standard, hein. C'est du format standard qu'on connaît depuis des années en fait. Depuis très longtemps. Depuis très longtemps c'est ça. Et donc si on n'a pas, on a un petit cache, voilà, c'est ça. Cache noir. Et s'il n'y a pas de, on a toujours la ventile. Il y a toujours la ventile et il y a juste le bouton air conditionné qui disparaît quoi. Voilà, c'est ça. Simplement. Et sur les dernières générations, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on a ici une partie qui est différente par rapport au levier de vitesse. Voilà, le levier finalement est le même. Ce qui va varier, c'est cette partie-là, puisque là en gros, on a toute cette partie noire ici qui va être ouverte et on voit tout le système de boîte de vitesse, de guidage de boîte de vitesse en dessous. Ouais. C'est vraiment minimaliste, parce qu'on voit, il y a rien de, enfin voilà quoi. C'est de l'alu, là on a du renfort en fait de châssis qui est juste au milieu. Et d'ailleurs, bon là, c'est vrai qu'il y a les tapis à l'intérieur, mais et encore celle-ci aujourd'hui, il y a eu un petit peu de progression parce que voilà, on voit sous les tapis qu'on a de la moquette partout. Oui, voilà, c'est ça, il y a de la moquette. Hein, ils avaient quand même fait un travail un petit peu là-dessus. Ouais, dans le même principe, ils ont insonorisé les capotes en toile, on a du triple épaisseur, etc. Ils avaient quand même travaillé un petit peu malgré tout là-dessus. Mais sur les séries S2, bah là, c'est le châssis. Oui, voilà, c'est ça. On a directement l'alu du châssis. Ouais, complètement. Oui. Si on retire effectivement du coup, on le voit ici, hein, tout est moquetté, on voit bien les baquets carbone, on a bien de la moquette. Mais effectivement, longtemps, ça a été directement, il y avait le siège finalement, voilà. Avec les pédales et le châssis directement. Direct. Voilà, exactement. Donc là, on se rend bien compte aussi, hein, la doublure hein, du toit textile, on va l'appeler comme ça, toit textile. Et alors du coup, la conduite, pas de direction assistée, pas d'ABS, faut quand même faire gaffe. Faut faire attention. Maintenant, toujours le même principe. Le poids contenu permet d'avoir une direction, même sans direction assistée, le véhicule reste très maniable. Et puis au freinage, de toute façon, le freinage est tellement efficace. Alors effectivement, il faut faire attention à ne pas bloquer les roues, mais en dehors de ça, c'est tellement léger que ça s'arrête très vite, très efficacement. Donc finalement, on se fait pas surprendre avec un véhicule comme ça. Ouais, c'est ça. C'est quand même très affûté. En fait. C'est tellement affûté qu'il y a de la marge. Et c'est très très facile de prise en main de ce fait-là. De ce fait qu'on ne puisse pas se faire surprendre. Alors finalement, le luxe, on a quand même les glaces... les vitres électriques. Les vitres électriques. Et au niveau du toit, finalement, c'est compliqué à retirer. Alors, c'est une petite manip, finalement. Il y a deux petits loquets de chaque côté pour pouvoir déverrouiller. D'accord. Mais dans le même principe, le système est vraiment très très simple. Et on le fait en quelques secondes. D'accord. Ah oui, ok. Voilà. Donc on roule. Moi je l'enroule pour pouvoir le glisser dans le coffre. Directement dans le coffre. Voilà. Et en fait, on a des maintiens au milieu qui permettent de venir poser avec les barres de maintien. Ah oui, c'est ultra simple. Voilà. Donc finalement, ça se fait très très vite. C'est vraiment top. Et on change la configuration du véhicule en quelques secondes. Ah bah là, après le plaisir, la sonorité aussi, on va l'entendre ouais. Tout à l'heure, effectivement. Voilà, tout simplement. Et là, ça met en... On voit les fauteuils sont magnifiques. Hein. Enfin, les sièges, c'est top. C'est top. Parce que le siège passager est fixe pour le coup. Il n'y a pas de possibilité de réglage. Ok, donc lui se règle. Donc il s'avance, il se recule, je suppose que la hauteur. Le conducteur, voilà. Par contre, il n'y a pas de réglage de hauteur. Voilà, il n'y a pas de hauteur. Et là, effectivement, on voit bien donc, sur la partie arrière le baquet carbone.
Avec le petit volant aussi, il est ridicule. Oui, tout à fait. Le diamètre est ridicule. C'est pas vraiment un petit diamètre. Et au niveau de la ligne d'échappement, c'est une ligne, elle est comme en configuration origine, c'est un échappement Lotus d'origine. Celle-ci a été changée. Donc la problématique, je vais dire, c'est qu'aujourd'hui elles sont assez silencieuses parce que nos échappements pour les rejets de CO2 sont un petit peu sont quand même assez remplis de systèmes pour éviter les rejets. Donc elles sont assez silencieuses de série, malheureusement. Ah oui, c'est ça. Alors, ils ont tendance chez les concessionnaires à justement les vider un petit peu pour augmenter un peu la sonorité. Mais après on peut assez facilement trouver des kits qui sont, des lignes, qui sont exactement similaires à la sortie d'origine, mais qui justement permettent d'avoir une sonorité un petit peu mieux. Donc celle-ci avait été modifiée. Ouais. Bon, c'est bien au centre, nickel. Ouais. C'est tout nickel. Ouais, ça c'est la série spécifique. Donc la grosse sortie d'échappement en ronde au milieu de la version Cup. Ok, impeccable. Bon, on va aller faire un petit peu de roulage, voir ce que ça donne. Et puis avoir le ressenti de la bête. Du coup, on se retrouve avec Arnaud, dans la Lotus, donc pour conclure cette petite présentation donc en essai routier, directement dans l'habitacle. Donc là, du coup, on en parlait tout à l'heure, micro off, mais tu me disais du coup que la Lotus était vraiment au niveau toi de ton parc de location, donc vraiment une des voitures qui se louait en fait le moins. Tout à fait, ouais. Je vais dire qu'elle rencontre pas son public dans le sens où c'est vraiment très sportif, ferme en suspension, il y a assez peu de rangement même pour partir en week-end, bon c'est pas l'idéal. Maintenant elle a quand même quelques personnes qui s'y intéressent puisque c'est vraiment atypique. Il y a assez peu, c'est vraiment une expérience de conduite à proprement parler. Il y a très peu de véhicules qui sont similaires à ce type d'auto et donc de ce fait là il y a quand même quelques personnes qui ont envie de goûter à ce plaisir de la conduite pure et simple. C'est quand même Donc là après toi du coup ce que tu proposes au niveau de cette voiture, donc comment ça se passe en fait? On peut louer la voiture la semaine, la journée, le week-end? Alors tout notre parc aujourd'hui est ouvert à la location. Alors on est sur des tarifs journaliers, mais après sur le principe on n'a pas de limite. Donc on peut effectivement sur devis même faire des locations assez longues. Donc aujourd'hui elles sont toutes proposées, donc on en a 9 actuellement sur le parc, sachant qu'on les a bien sûr catégorisées, donc selon c'est notamment des questions de tarifs bien sûr, qui nous permet aujourd'hui de proposer des tarifs unitaires. Donc on commence sur la location sans accompagnant, je veux dire. On commence sur les catégories 3 à 500 €. Donc notamment la Lotus d'ailleurs dont elle fait partie, et puis on arrive sur des catégories 1 qui sont à 1000 € la journée. D'accord. Sachant qu'il y a 250 km qui sont inclus dans ces forfaits, donc ça permet déjà de prendre un réel plaisir, de vraiment prendre en main le véhicule sur une journée complète. 250 km, on a une vraie expérience de conduite. C'est ça, tout à fait. Et puis bien sûr ça double si on prend avec 2 journées, donc sur un week-end 500 km, ça permet aussi d'aller se faire plaisir et de faire un petit peu de distance. C'est ça exactement. Donc du coup oui, toi tu proposes avec pilote ou sans pilote en fait, tout simplement avec accompagnateur ou sans accompagnateur, voilà. Précisément pour avoir le bon terme. Après on va avoir ce qu'on appelle des baptêmes. Donc là pour le coup en baptême on va pouvoir proposer en conducteur ou en passager, donc selon si la personne par exemple est mineure, on peut aussi l'emmener en baptême passager. D'accord. Et sachant que là on n'a pas de restriction, à partir du moment où on est dans le véhicule, dès 18 ans, il y a possibilité de prendre le volant des véhicules et de faire un baptême conducteur pendant une durée d'une demi-heure. D'accord. Donc là ça permet aussi de prendre conscience, de prendre en main ce type de véhicule et de pouvoir avoir une notion, je vais dire, différente, notamment quand on est jeune conducteur, des véhicules auxquels l'assurance nous autorise à conduire. Donc là, on propose effectivement du baptême une demi-heure, et là on est sur des tarifs qui sont complètement différents, puisque sur les catégories 3, on commence à partir de 69 €. D'accord. Donc on va proposer une demi-heure au volant de véhicules de prestige à des tarifs tout à fait raisonnables. Et on fait également tout ce qui va être les chèques cadeaux, voilà, tout ce qui on peut offrir des bons cadeaux, etc. Ça, ce sont des choses que l'on propose. C'est vrai, avec Noël qui est dans quelques mois, ça va être un bon cadeau. Ça fonctionne plutôt bien en ce moment à l'approche des fêtes, effectivement. Oui, j'imagine.
Bon, bah Arnaud, merci beaucoup. On a fait une grosse boucle quand même, hein, découverte. Je pense que Théo, tu pourras le dire. Ça marche quand même. C'est ça, ça va très très bien. Ça va très très bien. J'ai pu vraiment me mettre à la place du coup d'un client, donc vraiment pour le forfait 30 minutes de baptême. Voilà, c'est ça. Utiliser vraiment le circuit, on va dire un petit peu prédéfini pour la Lotus, donc il y avait quand même pas mal de petits virages, de petits dévers, donc ça a été vraiment sympa. Et honnêtement, ça vaut vraiment le détour. Là, ça marche vraiment. C'est vraiment, faut vraiment le faire au moins une fois. Faut vraiment essayer au moins une fois pour vraiment voir vraiment l'efficacité de ce type de voiture. Voilà. Bah, de toute façon, oui, c'est clair. Là, c'était vraiment la petite routineuse super taillée pour la Lotus. Qui est fait pour. Donc, faudra pas hésiter. Si vous aussi, vous voulez venir découvrir cette Lotus, faudra pas hésiter donc à se rapprocher de GT Car Club, donc sur Poitiers. Et puis on va mettre le lien en description. Voilà, on va mettre tout ce qu'il faut. Faudra pas hésiter. C'était vraiment un plaisir. C'est un plaisir de nous avoir reçus. Ah non, vraiment bien. C'est très instructif. Je pense que Théo ne dira pas le contraire. C'est ça. Et puis j'espère qu'on vous a appris des choses aujourd'hui. Et puis donc faudra pas hésiter à s'abonner du coup si ça vous a plu. Si ça vous a plu. Merci du coup Arnaud. Merci Arnaud. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous pour nous avoir accordé du coup du temps. Et puis nous on se retrouve du coup pour une prochaine vidéo. Donc voilà. Bah oui, c'est ça. Prochaine présentation. Voilà. C'est ça. Bon, allez, allez, à bientôt. À bientôt. Allez, salut.